Hi everyone and welcome back. We are joined today Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Pacific Asset Management. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Peter Schiff d'Euro-Pacific Asset Management, également animateur du très populaire Peter Schiff Show, pour discuter de l'actualité mondiale. Des États-Unis à l'Europe, il semble que nous naviguions vers une tempête économique, et vous avez été l'une des principales voix à mettre en garde contre cela, ce que certains pourraient qualifier d'effondrement économique. Je me suis dit qu'un bon point de départ serait de vous demander comment nous pouvons comprendre la situation dans son ensemble. Pourquoi nous en sommes arrivés là et pourquoi vous estimez que c'était également prévisible. Eh bien, parlez-vous du problème du commerce mondial? Oh, oui. Et avec la faiblesse du dollar, il semble que nous nous dirigions vers une tempête parfaite ici. Oui, eh bien, vous savez, la faiblesse du dollar ne fait en réalité pas partie du problème. C'est une partie de la solution. Malheureusement pour les Américains, le dollar doit s'affaiblir. Mais pour le reste du monde, cela va s'avérer positif. Vous savez, Donald Trump a engagé un combat que l'Amérique ne peut pas gagner, car toute notre économie repose sur des déficits commerciaux et des prix à la consommation artificiellement bas, des taux d'intérêt artificiellement bas. Tout cela étant le résultat du fait que le monde utilise le dollar comme monnaie de réserve et investit son épargne dans la dette libellée en dollars, en particulier les bons du Trésor et les titres adossés à des créances hypothécaires, mais aussi en investissant sur les marchés financiers américains, en achetant des actions, des obligations et en soutenant simplement la valeur des actifs détenus par les Américains. Ainsi, sur le papier, les Américains sont devenus plus riches et leur vie s'est améliorée parce qu'ils ont pu vivre au-dessus de leurs moyens. Les Américains pouvaient acheter des choses qu'ils ne pouvaient pas vraiment se permettre, qu'ils n'avaient pas produites, et ils les payaient avec de l'argent que la Fed créait à partir de rien. Mais les biens que nous recevons ne sont pas créés à partir de rien. Les entreprises et les travailleurs qui contribuent à produire ces biens doivent travailler dur pour les fabriquer. Ils doivent épargner pour financer les investissements nécessaires à leur production. Donc, en quelque sorte, le reste du monde vit en dessous de ses moyens pour permettre aux Américains de vivre au-dessus des leurs. Maintenant, je pense que c'est cette dynamique qui risque de s'effondrer ici. Ironiquement, c'est les États-Unis qui en sont la cause, alors que ça devrait être le reste du monde. Ce devrait être eux qui nous retirent le tapis sous les pieds. Mais c'est nous qui le faisons nous-mêmes. Donc, pour comprendre ce qui va se passer, je pense que vous allez assister à une baisse substantielle du dollar par rapport aux autres devises. Cela va limiter la capacité des Américains à se permettre d'acheter des produits importés. Cette capacité sera encore plus restreinte par les droits de douane que Trump impose aux consommateurs américains qui achètent des importations. Je pense donc que le monde va s'éloigner encore davantage des États-Unis. À court terme, cela sera de toute façon au détriment des États-Unis, qui ont été soutenus par le reste du monde. Mais je pense que cela libérera le reste du monde. Vous savez, quand Donald Trump parlait du jour de la libération, c'est le monde qu'il libérait, pas les Américains. Le monde sera libre de consommer ce qu'il produit et d'investir ce qu'il épargne. Et je pense que ce sera le début d'un essor économique mondial lorsque le monde sera libéré de l'obligation de soutenir les États-Unis. Eh bien, vous soutenez que l'affaiblissement du dollar serait une bonne chose. Enfin, je suppose. Un mécanisme de marché permettant aussi de réintégrer l'Amérique dans le marché, de sorte qu'elle devrait vivre selon ses moyens. Mais après des décennies durant lesquelles le dollar américain a été exporté à travers le monde, n'y aurait-il pas un risque d'inflation massive si tous ces dollars commençaient à être rejetés dans le commerce international et renvoyés aux États-Unis? Yes.
Oui, et l'inflation va se produire en Amérique, car c'est là que tous ces dollars reviennent. C'est en réalité déflationniste pour le reste du monde, dans la mesure où, à mesure que le dollar baisse, les prix baissent pour tous ceux qui sont en dehors de l'Amérique. Parce que si quelque chose est libellé en dollars et que vous êtes basé dans une autre devise, et que, disons, le dollar perd la moitié de sa valeur par rapport à votre devise, eh bien, le prix du bien que vous achetiez en dollars vient d'être divisé par 2 dans votre propre devise. Ce sera donc un événement positif pour le reste du monde, car ce qui va se passer, c'est que beaucoup de gens qui n'achetaient pas certains produits parce qu'ils ne pouvaient pas se les permettre, vont commencer à les acheter, car ils en auront désormais les moyens. Ce sont les Américains qui devront arrêter d'acheter, car ils ne pourront plus se permettre les prix plus élevés qui résulteront de la baisse du dollar. Des pays comme la Chine semblent récemment se débarrasser de plus en plus de leurs obligations, mais le dollar continue pourtant d'être utilisé à des taux étonnamment élevés. Son utilisation diminue, mais cela vous surprend-il que la baisse n'ait pas été plus marquée? Oui, je veux dire, je m'attendais à ce que ça soit plus abrupt avec le temps, mais je vois clairement dans quelle direction le vent souffle maintenant. Et vous savez, la vitesse de ce vent pourrait facilement augmenter. Alors, qui sait? Peut-être que tout le monde s'éloigne du dollar en ce moment, mais bientôt, il pourrait fuir. On verra. Mais le rôle du gouvernement des États-Unis, je suppose, dans l'économie, on peut s'attendre à ce qu'à mesure que l'économie se détériore, il modifie un peu ses politiques économiques. Je vois par exemple le gouvernement américain prendre une plus grande participation dans différentes entreprises. Il y a quelques années, cela aurait été condamné, et on aurait dit que le gouvernement ne devrait pas choisir les gagnants, ou qu'il ne devrait pas posséder de grandes industries. Aujourd'hui, il commence presque à copier le modèle chinois, d'une certaine manière. Je me demande simplement, comment interprétez-vous le fait que le gouvernement américain prenne ses participations? Eh bien, c'est une grave erreur. Et si cela est autorisé à rester en place, cela créera un mauvais précédent pour les futurs présidents. C'est très anticapitalisme de marché libre. C'est inconstitutionnel. Nous verrons si quelqu'un le conteste. Je suis sûr que si Biden avait fait quelque chose de similaire, les républicains seraient scandalisés. Mais selon eux, Trump ne peut rien faire de mal, même si ce qu'il fait est très anticapitalisme, anti-liberté, anti-marché libre, anti-liberté, anti-constitution. Ils s'en moquent. Ils soutiennent simplement Trump aveuglément, ce que je n'apprécie pas. Vous savez, on parle du syndrome de dérangement anti-Trump, c'est-à-dire des personnes qui s'opposent systématiquement à tout ce que Trump défend ou veut faire. Et c'est une erreur. Mais soutenir tout ce qu'il fait, peu importe ce que c'est, je pense que ça fait aussi partie de ce syndrome. Vous savez, Trump est faillible. Il fait beaucoup d'erreurs. En fait, il en commet pas mal en tant que président. Et je pense qu'il est mauvais que les gens ne le critiquent pas. Surtout ceux de son propre parti, qui savent qu'il fait des erreurs. Mais ils ont peur de s'exprimer, parce qu'il y a tellement de républicains MAGA qui ont, vous savez, juré fidélité ou sont tellement loyaux envers Trump qu'ils souffrent du syndrome de dérangement, car ils ne voient pas que si Biden faisait exactement ce que fait Trump, ils s'y opposeraient. Oui, c'est un problème de polarisation politique. Soit on déteste tout ce que fait l'adversaire, soit on doit trouver des excuses pour tout ce que fait son propre camp, ce qui n'est pas idéal. Mais un autre domaine où Washington s'aventure désormais en terrain inconnu, c'est sa relation avec la Réserve fédérale. Pour ma part, j'ai tendance à apprécier Ron Paul et ceux qui plaident essentiellement pour l'abolition de la Fed.
Mais il semble maintenant que Trump... banning the Fed, essentially. Pardon? But it now seems that What- Trump has. Sorry. One of the few senators L'un des rares sénateurs prêts à s'opposer à Trump, c'est le fils de Ron Paul, Rond, non? On pourrait compter sur les doigts d'une main les membres du Parti républicain qui ont un peu de courage. any courage. But what is happening now to the? Mais que se passe-t-il actuellement concernant l'indépendance de la Réserve fédérale? Parce que nous avons vu Trump demander le renvoi de la gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook. Mais de manière générale, il y a cet argument selon lequel la Réserve fédérale serait prise en otage. Comment évaluez-vous ces informations? How are you assessing this information? Yeah, well, first of all, I've always talked about Eh bien, tout d'abord, j'ai toujours dit que l'indépendance de la Fed était de toute façon davantage une façade. Je pense que la Fed n'a pas agi de manière indépendante par le passé et qu'elle a été beaucoup trop coopérative et complice en facilitant les excès de dépenses publiques, en particulier les déficits budgétaires. Donc, selon moi, l'indépendance n'est que de nom. Mais au moins, il y a une apparence d'indépendance. Et dans une certaine mesure, la Fed dispose d'une indépendance limitée. Pas autant qu'elle le devrait, mais il y a tout de même quelque chose. Mais ce que fait Trump, c'est détruire même cette apparence. Écoutez, il semble bien que Cook ait techniquement commis une fraude hypothécaire en déclarant sa résidence secondaire comme résidence principale. Je veux dire, c'est quelque chose de très répandu dans ce pays. Des millions et des millions de personnes l'ont fait. Ce n'est pas que je cherche à justifier cela simplement parce que tant de gens l'ont fait, mais ce n'est pas comme une fraude hypothécaire majeure. C'est quelque chose qui, si c'est découvert, est rarement, voire jamais, poursuivi en justice quand quelqu'un fait ça. Je veux dire, peut-être que la banque dirait « Hey, vous devez rembourser l'hypothèque » ou quelque chose comme ça. Mais je ne pense même pas qu'il puisse trouver un cas où quelqu'un est allé en prison pour avoir fait cela. Vous savez, il était une fois en Amérique. On avait ce qu'on appelait des prêts mensongers. Et la raison pour laquelle on les appelait ainsi, c'est parce que tout le monde savait que les demandeurs mentaient, alors on détournait le regard. C'était des hypothèques. Donc s'ils avaient réellement un prêt mensonger, où l'on est autorisé à mentir par définition, vous voyez, c'est la même chose. Donc écoutez, je ne sais même pas. Peut-être qu'elle a une explication à cela, vous savez. Mais il n'y a aucune raison pour qu'un président puisse simplement utiliser cela comme prétexte pour la renvoyer, car il est évident qu'il veut la renvoyer parce qu'elle a voté contre la baisse des taux. Il cherche à évincer des membres du FOMC pour pouvoir installer un homme de paille, et donc il cherche des prétextes. Il faut examiner la motivation derrière tout cela. La véritable raison pour laquelle il veut l'écarter du FOMC, c'est à cause de ses choix de politique monétaire. Si elle avait été l'une des rares à voter pour une baisse des taux, cela ne serait même pas arrivé. Donc, en oubliant ce qu'elle a fait, c'est le fond de la question qui compte. Pourquoi on en parle? Mais si c'est le cas, d'accord, il y a fraude hypothécaire ici, qu'on porte plainte contre elle. Personne n'a porté plainte contre elle. Et voyons s'ils peuvent obtenir une condamnation. Son mandat est de 14 ans. Elle n'en est qu'à quelques années. Il y a largement le temps pour qu'un jury la condamne. Vous savez, peut-être que si elle est effectivement reconnue coupable du crime, on pourrait soutenir que puisqu'elle est une criminelle condamnée, elle doit démissionner, non? Enfin, peut-être. Mais juste accuser quelqu'un, peut-être qu'elle a une explication. Qui peut le savoir? Mais en Amérique, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et quand on a un contrat de travail de 14 ans, comme c'est son cas, on ne peut tout simplement pas être licencié. Si elle était employée à volonté, d'accord, peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal, ils vont la renvoyer. OK, c'est leur droit. Mais quand on a un contrat, surtout ici à la Fed, ces mandats de 14 ans existent pour une raison. C'est justement pour les protéger des pressions politiques. Voilà.
right? So they can remain independent. But Ainsi, ils peuvent rester indépendants. Mais si tout ce qu'un président doit faire, c'est trouver des informations compromettantes, puis porter une accusation, alors il peut simplement vous renvoyer. Dans ce cas, toute prétention d'indépendance est complètement perdue. Donc je ne suis pas d'accord avec ce que fait Trump. Je pense que les tribunaux décideront probablement qu'il ne peut pas le faire, car il est assez évident qu'il ne peut pas le faire. C'est regrettable que plus de républicains ne s'expriment pas, car je suis sûr que si Biden procédait à ces renvois, ils seraient tous scandalisés. La vérité est la vérité. Elle ne peut pas dépendre de qui agit. On ne peut pas l'approuver si c'est un républicain qui le fait, puis la condamner si c'est un démocrate. C'est de l'hypocrisie. Il faut être cohérent devant la loi. Encore une fois, je suis le plus grand critique de la Fed qui existe, mais je défendrai les gouverneurs de la Fed contre une telle action. Et vous savez, personnellement, je pense que tous les membres de la Fed devraient être renvoyés pour ne pas avoir relevé les taux, non? Mais vous savez, on ne peut pas faire ça. Je pense qu'ils sont complices de ces déficits massifs et qu'ils ont été trop laxistes pendant trop longtemps. Les taux sont trop bas. Ils n'auraient jamais dû faire de l'assouplissement quantitatif. Ils ont commis toutes sortes d'erreurs. Mais je pense qu'ils feront des erreurs encore plus graves si Trump parvient à remplir le FOMC avec ses marionnettes et à les pousser à baisser les taux et à relancer la planche à billets. C'est ce qu'il veut qu'il fasse. Eh bien, Trump veut défendre le rôle du dollar en tant que monnaie mondiale. Il souligne que si le dollar américain devait perdre cette position, ce serait comme perdre une guerre mondiale, pour montrer l'importance de l'enjeu. Mais en même temps, il souhaite affaiblir le dollar afin de rendre les industries américaines plus compétitives sur le marché. Comment, selon vous, peut-on atteindre ces deux objectifs à la fois? De quoi encore a-t-il ça? Non, il dit qu'il veut maintenir le dollar américain comme monnaie mondiale, parce que le perdre serait comme perdre une guerre mondiale. Mais en même temps, ne devrait-il pas alors suivre votre conseil et augmenter les taux au lieu de... Oui, eh bien, si Trump se souciait de préserver le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve, il aurait opposé son veto au grand et magnifique projet de loi, car cela constitue une menace pour ce rôle. Ce dont nous avons besoin pour stabiliser le dollar, c'est d'éliminer les dépenses déficitaires. Nous avons donc besoin de réductions substantielles des dépenses publiques dès maintenant. Nous devons montrer au monde que nous sommes sérieux quant à la situation budgétaire des États-Unis et à notre capacité à honorer nos dettes avec des dollars qui conservent leur pouvoir d'achat. Mais Trump dit essentiellement au monde, nous ne nous soucions pas du pouvoir d'achat du dollar. Nous allons créer une inflation massive pour stimuler artificiellement l'économie, et nous voulons que le reste du monde s'en accommode et encaisse les pertes. Nous voulons que le monde détienne des dollars, même si ces dollars vont perdre beaucoup de valeur pendant que vous les détenez. Pourquoi le monde accepterait-il cela? Pourquoi le monde accepterait-il de subir ces pertes? Donc tout ce que Trump fait en réalité, c'est saper le rôle du dollar comme monnaie de réserve, pas le soutenir. L'une des grandes préoccupations au départ semblait être que les États-Unis perdaient leur avantage concurrentiel, ils se désindustrialisaient et accumulaient trop de dettes. Je pense que c'est en partie pour cette raison qu'ils ont lancé ces guerres tarifaires. Mais aujourd'hui, l'Inde a mis en place un tarif de 50%, et il semble que les Chinois aient réussi à faire reculer Trump sur toute cette question. Comment évaluez-vous les guerres tarifaires? Est-ce que cela arrive dans une impasse? Car cela semble être une tentative de restaurer ou de donner un avantage concurrentiel aux industries nationales, mais c'est aussi utilisé comme sanction politique et comme démonstration de force. Selon vous,
Combien de temps peuvent-ils continuer à s'entêter dans cette voie? I mean, how long can they double down, you think? Well, first of all, protectionism. Eh bien, tout d'abord, le protectionnisme ne fonctionne surtout pas lorsque les industries que vous essayez de protéger n'existent même pas. Donc vous savez, ces droits de douane vont poser de gros problèmes aux Américains. Ce sera une nuisance pour l'Inde, mais ce sera un énorme problème pour l'Amérique, parce que l'Inde est aux commandes. L'Inde fabrique tous ses produits. Et si les Américains ne peuvent pas se les permettre, parce qu'ils ne peuvent pas payer les droits de douane, eh bien, l'Inde n'a qu'à vendre ses biens à d'autres consommateurs qui n'ont pas à payer ces droits, ou permettre à sa propre population d'acheter ces produits, ou fabriquer d'autres produits. Je veux dire, si les produits qu'ils fabriquaient pour l'Amérique ne sont pas demandés en Inde ou dans d'autres pays, alors il faut arrêter de les fabriquer. Faites autre chose. Exactement. Je veux dire, utilisez votre main-d'œuvre, utilisez vos usines pour produire d'autres biens. Parce que les biens que vous fabriquez pour les Américains sont désormais trop chers. Donc les Américains ne peuvent pas se les permettre. Donc, vous savez, les droits de douane s'appliquent aux Américains. Ils ne s'appliquent pas à l'Inde, ils ne s'appliquent pas à la Chine. Ils s'appliquent aux Américains qui veulent acheter des produits étrangers. Et malheureusement, dans la plupart des cas, les Américains doivent acheter des produits étrangers s'ils veulent acheter un produit, parce que ce sont les seuls qui existent. Et vous savez, dans la mesure où l'Amérique n'est plus compétitive dans beaucoup de ces industries, ce qui est vrai, parce que si nous étions compétitifs, nous fabriquerions ces choses ici, n'est-ce pas? Nous ne le faisons pas précisément parce que ces biens peuvent être fournis beaucoup moins chers depuis l'étranger. Mais les tarifs protectionnistes ne vont pas résoudre ce problème. Toutes les choses qui rendent l'Amérique non compétitive vont simplement rester en place. Nous ne nous attaquons pas à la cause profonde du problème, en nous attaquant à un symptôme, à savoir les déficits commerciaux. Les déficits commerciaux sont symptomatiques du problème sous-jacent. Donc, essayez simplement de stopper les déficits avec des tarifs douaniers sans rien faire contre le problème de fond ne fait qu'aggraver la situation. Les tarifs vont se retourner contre nous. Ils vont nuire à l'économie américaine et rendre l'économie américaine encore moins compétitive qu'elle ne l'est actuellement. Eh bien, vous faisiez partie des rares personnes à avoir prédit la crise financière mondiale de 2008 et 2009, qui a commencé avec la crise immobilière. Mais comment compareriez-vous cette crise à celle de 2008? S'agit-il d'une continuation? Ou cela va-t-il être pire? Ou sommes-nous en réalité en train de nous diriger vers un effondrement? Je me demande simplement à quoi cela pourrait ressembler. Eh bien, tout d'abord, nous n'avons même pas encore connu cette crise, mais lorsqu'elle surviendra, elle sera bien pire que celle de 2008. Mais oui, tout cela n'est qu'une continuation des mêmes politiques économiques ratées, politiques monétaires, politiques budgétaires, qui ont mené à 2008, n'est-ce pas? En fait, la combinaison actuelle de politiques, les erreurs qui sont commises, sont encore plus graves que celles qui ont conduit à cette crise. Donc, la prochaine crise sera bien pire, car je pense qu'elle ne sera pas seulement centrée sur le marché hypothécaire. Il s'agira d'une crise de la dette souveraine, où ce seront les bons du Trésor américain qui seront au cœur de la crise, et le dollar américain. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une crise financière, c'est une crise du dollar américain et de la dette souveraine. Et cela a des implications bien plus profondes pour l'économie et les marchés financiers. Cela exclut également la possibilité d'un sauvetage par le gouvernement. La façon dont ils ont pu atténuer la crise en 2008, c'est que le gouvernement est intervenu pour sauver tout le monde, n'est-ce pas?
Mais si c'est le gouvernement qui est en crise, si la dette du gouvernement devient suspecte et que plus personne ne veut la détenir, si le dollar s'effondre, le gouvernement ne peut sauver personne car il ne peut pas se sauver lui-même. Exactement. Si personne ne veut de dollars, alors à quoi bon en imprimer davantage? À rien. Cela ne fait, vous savez, qu'ajouter de l'huile sur le feu. Donc, cette crise sera bien pire, et il n'y aura pas de plan de sauvetage. La seule chose que le gouvernement pourrait faire, c'est agir de manière responsable, c'est-à-dire réduire les dépenses et laisser les taux d'intérêt augmenter, n'est-ce pas? Et faire cela signifie que nous aurons un crash boursier, un crash immobilier, un crash obligataire, des faillites bancaires. Nous aurons quand même la crise financière, mais bien pire qu'en 2008, et sans plan de sauvetage. Donc tout le monde y perd, n'est-ce pas? Et ce à quoi nous faisons face est bien pire que tout ce que nous avons connu par le passé. Enfin, je dois aussi vous interroger sur l'Europe. Comment vous interprétez la situation là-bas? Car il semble que de ce côté-ci de l'Atlantique, nous soyons dans une position encore plus difficile. Le Royaume-Uni se dirige, enfin, d'après les journaux, le Royaume-Uni pourrait se diriger vers une situation de renflouement par le FMI. L'Allemagne pourrait être dans une situation encore pire, à moins qu'elle ne trouve un moyen d'alimenter ses usines avec de la posture morale. Ils semblent tous aller dans le mauvais sens. Pensez-vous que l'Europe soit dans une situation plus grave aujourd'hui? Encore une fois, quelle serait la solution à tout cela? Je ne pense pas que l'Europe dans son ensemble soit dans une position pire que les États-Unis, mais cela ne veut pas dire qu'elle soit dans une bonne position, c'est simplement moins grave. Je constate également de nombreux problèmes en Europe, notamment un endettement excessif, un État-providence trop important, et des gouvernements qui ont trop promis par rapport à ce qu'ils sont capables d'offrir à leurs citoyens en matière de programmes publics, en particulier les retraites, la santé et tous les autres engagements que les gouvernements ne peuvent pas tenir. Il y a donc un problème à ce niveau-là. L'Europe ne sera pas épargnée par l'inflation que les Américains vont subir, mais je pense simplement que le problème des États-Unis est actuellement plus grave et pourrait être le premier à éclater, car nous enregistrons d'énormes déficits commerciaux. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Je veux dire que dans l'ensemble, le commerce européen est équilibré avec le reste du monde, donc ils n'ont pas vécu au-dessus de leurs moyens dans la même mesure que les Américains. L'euro n'a pas servi de béquille aux Européens comme le dollar l'a fait pour les Américains. Donc, je pense que nous sommes particulièrement exposés à souffrir d'un réajustement. Et dans la mesure où l'euro finit par supplanter le dollar de manière significative, cela pourrait prolonger le temps pendant lequel l'Europe peut repousser son jour de vérité. Mais de mon point de vue, le principal bénéficiaire du mouvement de sortie du dollar n'est pas l'euro, même si l'euro a augmenté d'environ 10% cette année par rapport au dollar. Mais l'or a augmenté d'environ 28% par rapport au dollar. Et l'or a également beaucoup progressé face à l'euro. Donc je pense que le véritable mouvement n'est pas une sortie du dollar vers l'euro, c'est une sortie du dollar, et peut-être aussi de l'euro, vers l'or. C'est ce que les banques centrales étrangères achètent lorsqu'elles vendent leurs dollars, et peut-être aussi quelques euros. Je ne vois donc pas l'euro devenir la prochaine monnaie de réserve, mais détrôner le dollar pourrait être bénéfique à l'Europe à court terme. Et oui, désolé, dernière question. Qu'en est-il du reste du monde? Vous avez mentionné que ce serait bénéfique pour eux si le dollar déclinait ou perdait son statut dominant. Je comprends cela,
Mais même pour les Chinois et le reste de l'Asie, qui expérimentent actuellement le rapatriement des chaînes d'approvisionnement, développent leur propre banque, remplacent SWIFT, tout cela, malgré tout, une grande partie du chaos provenant des États-Unis et de l'Europe ne les affecterait pas également. Je pense que cela les affectera de manière positive. Je veux dire, je pense que les plus grands gagnants de notre guerre commerciale seront les marchés émergents. Encore une fois, les libérer de la responsabilité de fournir des biens aux États-Unis et de leur prêter de l'argent sera un énorme atout pour leurs économies et leur niveau de vie. Je pense que le monde va bénéficier de la fin de cette relation parce qu'elle n'a pas été symbiotique. Elle a été plutôt parasitaire. Nous avons vécu aux dépens de la productivité du reste du monde. Et sans avoir à nous soutenir, cela signifie simplement que le reste du monde aura beaucoup plus. Si vous regardez les marchés émergents, ce sont des populations plus jeunes et de meilleure qualité. Vous n'avez pas ces populations âgées qui dépendent de l'argent public que le gouvernement n'a pas. Vous avez des personnes qui ont des taux d'épargne plus élevés, qui sont plus autonomes, ces individus robustes que l'Amérique avait autrefois, et qui ne comptent pas sur le gouvernement pour recevoir des aides. Ils cherchent simplement à créer leurs propres opportunités et espèrent que le gouvernement ne viendra pas les entraver. C'est pourquoi je suis très optimiste concernant beaucoup de ces pays d'Asie du Sud-Est et d'autres régions du monde également qui vont profiter de cette situation. Certains des pays sur lesquels nous imposons les droits de douane les plus élevés sont justement ceux qui ont le plus à y gagner. Eh bien, Peter Schiff, merci beaucoup. Et où les gens peuvent-ils vous trouver? Oui, eh bien, vous savez, si vous voulez profiter de cette transition massive hors du dollar, vers l'or, vers les actions étrangères, je veux dire, on peut déjà le constater, non? Les actions orifères. Le GDX a augmenté de 80% cette année. 80%. Personne n'en parle. Les gens continuent de parler de ce qui s'est passé avec les actions liées à l'IA. Les actions d'or et d'argent font mieux que les actions d'IA cette année. Et donc, vous savez, nous sommes fortement investis dans beaucoup de ces actions, dans nos portefeuilles et dans les stratégies que nous gérons. Même si vous regardez ma stratégie action la plus conservatrice, c'est la stratégie Euro-Pacific Dividend Payer. Je la propose dans des comptes gérés séparément et j'ai un fonds commun de placement que les gens peuvent acheter, EPDIX, Euro-Pacific Dividend Payers Fund, EPDIX. Assurez-vous que c'est bien celui-là. Oui, c'est en hausse de près de 40% cette année. C'est une augmentation d'environ 39%. C'est 4 fois la performance du S&P. Ce sont des actions qui versent des dividendes. Je n'achète pas d'actions de croissance dans mon fonds de valeur à dividendes. J'achète, vous savez, des actions conservatrices, axées sur la valeur. Pourtant, avec l'appréciation de la devise et le transfert des capitaux, des titres de momentum vers des valeurs défensives et conservatrices, on obtient un rendement de 40% en un peu plus d'un semestre. Et bien sûr, j'ai aussi un fonds orifère. EPIX est mon fonds or, mais les investisseurs doivent vraiment voir d'où vient le vent. Et croyez-moi, ça va être un ouragan. Il y a encore beaucoup de vent à venir, alors prenez de l'avance. Les Américains vont beaucoup perdre dans cette transition. Mais les Américains et tous ceux qui investissent de la bonne manière vont beaucoup gagner, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous possédez les actifs qui vont prendre de la valeur, alors vous savez, c'est un énorme bénéfice. Donc les actifs américains vont être dépréciés et les actifs étrangers vont être revalorisés, tout comme le dollar va être déprécié et les devises étrangères revalorisées. Il faut donc posséder ces actifs étrangers, des devises étrangères, des matières premières, de l'or et de l'argent, des actions minières. Regardez simplement ce qui a fonctionné dans les années 1970, car ce que nous allons traverser, je pense,
sera similaire aux années 70, mais à une échelle bien plus grande. C'est à ce moment-là, en 1971, que les États-Unis ont abandonné les talons or, et cela a été un redémarrage. Le dollar a été dévalué des 2/3 face au Deutsche Mark, au yen, au franc. L'or est passé de 35 à 850. N'est-ce pas? Le pétrole est passé de 3 dollars à 40 dollars, peu importe. Donc, vous savez, tout est devenu plus cher et les marchés boursiers étrangers ont très bien performé, tandis que le marché boursier américain a baissé. Je pense que la même dynamique va s'appliquer maintenant. Sauf que cette fois, ce n'est pas seulement les États-Unis qui vont abandonner les talons or, c'est le monde entier qui va abandonner les talons dollars. Et je pense que cela aura des conséquences encore plus importantes sur les taux de change, le prix de l'or, les prix des matières premières et les rendements des investissements. Donc, les gens devraient contacter mes conseillers sur europac.com. Rendez-vous sur le site, discutez avec nous de la façon dont nous pouvons transférer votre portefeuille, comment nous pouvons le gérer pour profiter de ce qui va arriver et vous protéger de ce qui va arriver. Si vous êtes un bricoleur, en allant sur mon site web, vous pouvez obtenir des informations sur mes 5 fonds communs de placement et sur la façon de les acheter sans frais via votre courtier à escompte. De plus, il faut absolument acheter de l'or et de l'argent. L'or est autour de 2300 dollars, l'argent à 28 dollars l'once. Je pense que ces prix restent très bas, même s'ils ont déjà pas mal augmenté cette année. Ils sont encore bon marché. Ma société, Shift Gold, vend de l'or et de l'argent. Vous devriez en acheter si vous n'en avez pas. Nous proposons d'excellents prix, probablement les meilleurs du secteur. Rendez-vous donc sur shiftgold.com. Vous pouvez acheter de l'or et de l'argent directement en ligne, remplir votre panier et valider votre commande. Ou bien, j'ai des spécialistes à votre disposition pour vous aider et vous guider dans votre achat. Et ils ne vont pas vous pousser à acheter des objets de collection, des semi-numismatiques, des sets de preuves, toutes ces bêtises que tant d'autres sociétés d'or et d'argent essayent de vendre à leurs clients parce qu'elles appliquent des marges incroyables. Nos marges sont minimes parce que nous ne traitons pas ce genre de produits. Ainsi, vous maximisez la quantité d'or et d'argent que vous obtenez pour votre argent et nous facturons très peu. Les sociétés qui vendent ces produits facturent beaucoup, donc une grande partie de votre argent finit dans leur poche, pas dans les vôtres. Mais cela n'arrivera pas chez Shift Gold. Merci, Sam. Oui, et puis suivez-moi sur Twitter, ou plutôt X, sur ma chaîne YouTube, et écoutez mon podcast, The Peter Schiff Show. Je fais 1 ou 2 épisodes chaque semaine, donc les gens devraient prendre l'habitude d'écouter. Oui, j'ai regardé ça moi-même. Donc merci encore. Thanks again. D'accord. Prends soin de toi. Au revoir.